Salut, cette semaine, je suis avec Eliane. Eliane qui est derrière le projet Sober Lab. Et on a discuté de son parcours, de tout ce qui l'a amené justement à éventuellement vouloir tendre la main, aider l'autre et d'encourager l'abstinence et à terme et éventuellement la sobriété. Et ça a été super trippant comme conversation. J'ai aimé l'échange, j'ai aimé le parcours assez rocambolesque que Eliane m'a décrit de sa jeunesse. Et je vous laisse en vous disant que si vous voulez participer à l'émission ou au podcast Cold Turkey, n'hésitez pas à m'écrire sur ma page Facebook, tout comme n'hésitez pas à partager la page, laisser connaître le podcast un peu à travers vos réseaux. Et sans plus attendre, je vous laisse avec Eliane. Bonne écoute. Salut Eliane. Salut Alex. Ça va bien? Ça va toi? Ben oui, ça va bien. Conte-moi ça. Cette histoire-là commence où? Puis quand je dis qu'elle commence où, c'est soit les premières fois qui te marquent de voir des gens consommer ou de voir de la consommation autour de toi ou toi-même, ta première consommation à toi. Ben c'est sûr que moi j'ai vécu dans un environnement où la consommation était abusive. Fait que ça part de très jeune, en fait. Ça part de... En fait, je me rappelle de l'âge de 4 ans, de savoir c'est quoi de la cocaïne, de savoir c'est quoi cette poudre blanche-là. À 4 ans, j'ai le souvenir de voir des gens de mon entourage consommer ça, puis faire le party hard, comme on dit, là. Oui. C'est un milieu familial, fonctionnel, dysfonctionnel, dans le sens où on réussissait à s'en sortir, mais c'était très modeste, très... Puis vous vivez pas dans la rue, dans le sens que, il y a une maison. Puis justement, dresse-moi donc cette photo de famille-là, ça a l'air de quoi? Est-ce qu'il y a 2 parents dans la maison, ta fratrie? Il y a une maman, il y a une mère, un beau-père qui est là, puis je vis avec ma tante, son conjoint, mes cousines qui sont pas loin. Je viens de Montréal-Nord. Oui. Puis, fait que, tu sais, c'est un coin qui est quand même Saint-Michel-Henri-Bourassa, là. Tu sais, ça rock, là. Ça rock, là, quand même. Fait que, tu sais, moi, j'ai grandi là jusqu'à l'âge de peut-être 12 ans. Ben, en fait, j'ai déménagé ensuite à Pointe-aux-Trembles juste avec ma mère, qui voulait, I guess, je pense qu'en déménageant plus loin, en s'éloignant de ce milieu-là, de cette coop-là où j'habitais, elle devait espérer pouvoir me donner quelque chose de mieux. Pointe-aux-Trembles, c'est quand même rock'n'roll aussi, remarque, là. Oui. Puis ça s'est gâté avec le temps aussi. Oui, vraiment. Fait que, mais non, on est déménagé, j'avais 8 ans, puis après ça, je retournais beaucoup à Montréal-Nord pour mes cousines, qui étaient comme mes sœurs. Puis c'est ça, j'ai grandi pas de père. Ça a été pas mal ça, mon gros issue de manque de reconnaissance. Ben, en fait, de quête de reconnaissance, de d'abandon manque... aussi. D'abandon. L'abandon, c'est ma plus grande blessure, I guess, que je travaille encore aujourd'hui. Puis, fait que moi, la consommation, je suis née dedans, en fait. Puis je pose juste la question, la figure masculine qui était le beau papa, ouais. Est-ce qu'il pouvait faire place à une figure paternelle ou c'était vraiment quelqu'un de puis je veux pas juger ou mettre un qualificatif à ça, mais ben c'est sûr que il consommait mon beau-père, puis tu sais il a fait son possible pour vrai. Tu sais, j'ai l'impression que malgré ces abus de substances-là, puis cette maladie d'alcoolisme qui était alentour, j'ai quand même appris des bonnes choses de mon beau-père. Puis il essayait, là. Il essayait, tu sais, je veux dire... Exactement, tu sais, je veux dire, je pense qu'on fait tout notre possible dans la vie, puis j'ai eu beaucoup de colère à une certaine époque par rapport à toute cette
enfance-là, ce que j'avais vécu, etc., l'abandon, la trahison, peu importe, tu sais, puis je pense que ça fait partie du processus d'évolution de reconnaître ces blessures-là, tu sais, puis je les minimise pas. J'en ai même écrit un livre, tu sais, sur mon parcours et tout, carnet de fuite, puis ça m'a libérée. Puis en même temps, il y a pas d'apitoiement là-dedans, c'est mon histoire, tu sais, non, puis c'est très objectif comme regard, là, tu sais. Exactement, ouais. Objectif aussi, c'est tout le temps l'angle de la caméra, tu sais, je dis tout le temps ça, là, c'est l'angle de la caméra que tu prends, tu sais, tes parents disaient « Chris, on a tout fait ce qu'on pouvait ». Puis, tu sais, toi, tu dis, ouais, mais il me manquait quelque chose quand même. Ouais, tu comprends? exactement. Fait que, c'est souvent une histoire de perspective. Puis là, tu dis, ben, de mon côté à moi, c'est comme ça que je le voyais. Exactement. Puis, tu sais, probablement que je t'avais posé la question à 16 ans sur cet homme-là, tu m'aurais dit bien d'autres choses que ce que tu es capable de me dire avec du recul en disant, ben, je pense vraiment qu'il a fait tout ce qu'il pouvait, tu sais, mais qu'il vivait lui-même avec des problèmes de consommation. Ouais. J'en parle même pas dans mon livre. Ah oui? By the way. Tu sais, mon livre Carnet de fuite, j'ai choisi, tu sais, il y a 95% de vérité dans ce livre-là, c'est de l'autofiction, mais il y a des affaires que j'ai décidé de pas parler, tu sais, comme... Tu t'es abstenu, pourquoi? Comment... C'est comme si... Ben, c'est une bonne question, en fait, je me suis jamais vraiment arrêtée à y penser, mais c'est comme si le voyage de mes alter ego dans mon... Tu sais, je parle de Lily Love puis de Lily Destroy. Il y a comme il y a une trame narrative, évidemment. J'amène le lecteur dans un voyage. Puis c'est comme si, par rapport à ces Lily-là, je sais pas comment le dire. Mais c'est pas dans un souci de la mémoire d'eux ou la... Tu comprends? Dans le sens que... Parce que, tu sais, ça vient clairement... Tu sais, la première question que je te pose et la première réponse que tu me sers, c'est... Ça me marque. Tu sais, clairement, puis je le sens. Tu comprends? Oui, oui. Puis moi, c'est beaucoup... C'est l'abandon. En fait... J'ai plus traité de l'abandon du père que de la présence d'un beau-père, mettons. Fait que, oui. Fait que disons, c'était pas pour taire quoi que ce soit, ou c'était juste que dans mon flot d'écriture, parce que tu sais, ce livre-là, justement, je l'ai écrit d'un trait, mais ça faisait 10 ans que j'écrivais mes carnets de fuite. Moi, tu sais, j'ai écrit toute ma vie, j'ai rêvé d'écrire, j'avais 8 ans, j'avais 3 rêves, soit être mécanicienne, écrivaine ou puis actrice. C'est pas vrai, il y avait mannequin aussi, mais je me suis rendu compte que j'allais pas mesurer plus que 5 pieds, fait que j'ai comme laissé tomber le projet. Oui. Mais c'est quand tu documentes, t'as-tu retrouvé tous ces écrits-là? Oui, j'ai 45 carnets. Bon, ben, je dis 45, je pense 42. Oui. Mais donc, d'aussi loin que même ces premières mémoires-là, parce que souvent, tu sais, comme tu me dis qu'à 4 ans, tu sais ce que c'est que de la cocaïne, tu sais. Ouais. Puis je sais que je veux pas que mon beau-père ou ma mère en prennent, puis je me rappelle OK, donc tu te souviens que c'est mal. Oui, je me rappelle que c'est mal, puis je me rappelle aussi que j'ai commencé, moi, à fumer la cigarette super jeune. Je fais du coq à l'âne, mais dans le fond, ma première drogue de choix, ça a été la clope. Oui. J'ai commencé à fumer à l'âge de... C'est quasiment gênant à dire, mais genre 9 ans. OK. On volait des cigarettes, on roulait des botches, genre, c'était vraiment trash, là. Puis... Mais tu sais, nos grands-parents ont commencé à 5-6 ans. Tu sais, ma grand-mère, elle me disait ça. Tu sais, elle me disait, moi, je pense que j'ai commencé à 5 ans. Je fais, what? Tu sais, puis, fait que non, c'est pas si pire. C'est pas si pire. T'as-tu été malade avec la cigarette? J'ai pas, c'est la deuxième fois que je pose la question. Moi, 2 fois. Tu parles d'être gênant. Moi, j'ai fumé trop de cigarettes 2 fois dans ma vie. Mais bon, c'est à part, mais c'est pour dire que, tu sais, dans l'obsession de la compulsion, là, même avec, tu sais, ma première expérience de cigarette, j'ai déjà fumé trop. Ah ouais, non, fait que, j'ai fumé souvent trop dans ma vie, puis à chaque fois que je fumais trop, je voulais arrêter. Dans le fond, moi, c'était souvent des cold turkey que je faisais, en fait, là, pour ramener à ça, là. Tu sais, c'est ça, j'ai commencé à fumer à 8-9 ans. J'ai aimé ça, ça m'a apaisé. En même temps, je suis devenue... la personnalité d'addict était comme déjà là, je crois, là. Oui. Mais je me souviens la poudre d'en voir, de savoir que c'est mal, de savoir que je veux pas que les plus vieux en prennent, mais
Parce que tu vois, c'est la c'est la conséquence de quand ils en prennent oui, que ça. tu vois autour de toi, là. Exactement. C'est flou, là. Je t'avoue, c'est un peu flou, là. Non, c'est clair. Mais, qu'est-ce que je veux dire avec ça? C'est que je me rappelle que je suis plus jeune, puis je dis, moi, il y a jamais rien qui va me rentrer dans le nez. Puis je le dis. Genre, peut-être, je sais pas moi, 11, 12 ans, j'ai commencé à fumer du pot puis du hash à 11 ans. Puis je me rappelle de dire, il n'y a jamais une peur qui va me rentrer dans le nez, il n'y a jamais rien qui va me rentrer dans le nez. Puis, on a fait-tu des promesses? Hein? Ouais, ben des promesses déjà d'ivrogne. Oui. J'ai une question pour toi. Vas-y. Ta relation avec l'autorité en général, elle est comment? Parce que souvent, j'ai comme 3 thèmes, puis après ça, je laisse naviguer un peu tout ça, mais la famille, évidemment, la fratrie, puis l'école, parce que l'école, c'est ta première relation avec l'autorité externe, qui est statique. Ouais. Tout le monde a un premier jour d'école. Ils en feront peut-être plus ou moins, mais tu comprends? Ouais. Tout le monde a une première journée d'école. Ta relation, justement, avec cette autorité-là, ça va comment? Ça va pas. Non? Non. Moi, j'ai toujours été... en fait, c'est ça, je me suis plus quasiment à défier l'autorité. C'était ma Lily Destroy. L'autorité, pour moi, c'était... Ma mère, elle n'en avait pas. Okay. Première des choses, elle m'a laissé... Ma mère m'a laissé tout faire. M'a laissé... parce qu'elle avait pas le choix, parce que j'étais un paquet de nerfs. Sérieusement, j'admire ma mère. Je sais pas comment elle a fait. Des fois, j'ai un garçon aujourd'hui de 15 mois, puis je me dis, comment t'as fait, tu sais? Puis je suis sûre qu'elle avait... Je suis sûre qu'elle était morte de trouille à l'idée de te lâcher lousse. De me lâcher lousse, mais en même temps, elle avait pas le choix parce que, tu sais, j'étais le genre d'enfant qui faisait des crises. J'étais pas du monde. Puis c'est capoté parce que malgré tout ça, j'ai réussi à faire mon chemin en défiant l'autorité. J'ai fait que ça. Je me rappelle au secondaire, j'étais toujours au local d'expulsion. Je fumais des battes à l'école. J'étais la fille qui voulait être cool. J'étais petite, puis on dirait que les gens, ça c'était vraiment quelque chose qui me... Le fait que je sois petite puis que je me le fasse dire, on dirait que je voulais tout le temps comme montrer que j'étais quelqu'un plus tough. Ben oui. Oui. Mais on entend ça souvent aussi. Ouais, beaucoup. Ben oui, c'est tu comprends? Tu sais, le syndrome de... C'est comme pas un complexe, je pense. C'est vraiment, tu sais, comme un sentiment de... C'est un complexe d'infériorité. Oui, mais je pense aussi qu'au-delà de ça, c'est l'espace que tu occupes physiquement. Tu te dis, moi, je vais compenser. Là, je vais tellement brasser que vous allez dire, Chris, elle doit mesurer 6 pieds 4. Ben, j'avais l'air de mesurer 6 pieds 4. C'est ça, exactement. Fait que donc, fait que ça répond bien à la question de ta relation avec cette autorité-là, parce que de toute façon, tu n'avais pas eu d'instruction sur comment gérer cette autorité-là. Parce que souvent, si tes parents n'ont pas, ben tu arrives avec les premiers qui te disent quoi faire, puis t'es comme, ben fuck you. Là. C'était beaucoup fuck you et fuck off. Ça a été ça longtemps. Soit qu'on m'adorait ou on m'haïssait. Puis il y a beaucoup de profs qui m'aimaient pas tant que ça, mais je réussissais toujours à trouver à tirer mon épingle du jeu, I guess. Je sais pas, j'ai été dans la moyenne, j'ai réussi à faire mes classes, j'ai réussi à... Mais je pense que j'aurais pu faire mieux si ça avait pas été d'avoir commencé à fumer du weed à 11 ans, puis d'avoir fumé à l'école, d'avoir... c'est ça, Puis dans ces personnages-là, ou dans ces professeurs-là, ou dans ces gens-là, t'en as probablement par sympathie, puis tout ça, parce que est-ce que tu penses, avec du recul, que c'était su, mettons, que vous étiez, mettons, plusieurs, qu'il y avait comme une espèce de... Tu parlais de la commune, puis tout ça, là. Ouais, la coop. La coop. Ouais. Est-ce que c'était... parce que, bon, forcément, c'est un milieu qui rock, là, tu comprends? Fait que... Ouais, il y avait beaucoup de... Tu comprends, ça brasse. Est-ce que tu penses que c'était su, ça, que mettons, ça rockait, mettons, chez vous, ou... Ben, tu sais, c'est ça, j'ai été à Montréal-Nord jusqu'à l'âge de 8 ans, fait que j'ai fait... Fait qu'il y a beaucoup que ça rock aussi là-dedans. Maternelle, première année à Montréal-Nord, puis après ça, j'étais à Pointe-aux-Trembles, puis c'était plus tranquille. Mais non, je sais pas à quel point c'était su. Je pense pas que c'était su tant que ça. OK. Mais
je pense que je sais pas, je me rappelle que je manquais l'école. Ça, tu sais, c'est sûr qu'il devait y avoir des signes où les autorités de l'école savaient qu'il y avait, tu sais, que c'était pas. C'était bizarre, là. Ouais, ben que c'était dysfonctionnel à quelque part, mais comme je disais, c'est fonctionnel, c'est spécial, c'est juste... Non, c'est ça, t'arrives pas de lunch, t'arrives pas... Ça se peut que ce soit arrivé, oui, mais... Oui, non, mais c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que t'arrives pas en gainé à l'école, non, t'arrives pas, t'as des souliers. Oui, là, oui, c'est ça. C'est très, très, très modeste, là. Je veux dire, ma mère, elle reste qu'elle était toute seule, tu sais, malgré tout, c'était c'est ça, c'est un milieu modeste où on a quand même malgré tout rien manqué, puis nos parents ma mère a fait son possible, puis tu sais, c'est ça. Laquelle de tes 4 promesses, là, tu sais, il y avait mannequin, mécanicien, actrice. Donc, tu sais, l'école, tu arrives à 13-14 ans. Laquelle de ces promesses-là que tu t'es fait, que tu t'enlignes à faire? Quand je suis plus jeune, quand j'arrive au secondaire, ouais. Ben c'est ça, moi je suis tombée j'ai goûté au théâtre quand même jeune, puis à l'impro un peu, mais tu sais j'allais à la maison des jeunes, fait que ça c'était un safe space où j'allais, où je fumais, puis tu sais on faisait le party un peu, les petits gars machin, puis on expérimentait, mais j'avais ce lieu-là, puis j'ai découvert le théâtre à ce moment-là, puis des personnes qui ont été quand même des modèles, puis fait la performance, le jeu, l'écriture aussi, c'est comme c'était là, puis j'étais bonne en français, j'étais bonne en langue, fait que je réussissais quand même à en fait, j'ai trouvé des passions, c'est pas apparu en dessous d'une roche, mais fait que tu te découvres ça et on te fait observer ça aussi probablement, tu sais, avec la maison des jeunes. La maison des jeunes, puis tu sais, j'avais fait une pièce de théâtre, puis je me rappelle que j'étais souvent au local d'expulsion, j'allais à l'école Daniel Johnson, puis l'éducateur conseiller, lui, il m'avait marqué. Il m'avait dit, il s'appelait Carl, me semble, puis il était beau. Puis il m'avait dit, après ma pièce de théâtre, genre, il dit, toi, je suis sûr que je vais te voir à la TV plus tard, peut-être, puis ça m'avait vraiment marqué, puis j'étais comme ah man, c'est une option ça d'être à la TV. Puis aussi c'est que à la coop il y avait une femme Diane, une femme extraordinaire qui travaillait en agence. OK. Puis elle m'a introduit à l'âge de 14 ans à l'agence. J'ai auditionné. À l'époque, j'étais un enfant très extrêmement gêné là, ça paraît peut-être pas en fait ça paraît peut-être, là, mais tu sais, j'avais une timidité qui était là, puis j'ai auditionné, puis l'agente, elle a vu un certain potentiel, ils m'ont pris, tu sais. Puis à partir de l'âge de 14 ans, j'ai commencé à consommer, évidemment. Consommer, faire le party était toujours là. Oui. Par contre, mes rêves, mes ambitions, puis mes idées de grandeur étaient aussi là. Oui. Fait que et là, t'avais vraiment cette espèce de rêve-là que tu pouvais rayer un peu les autres, là, tu sais, mécanicien, mannequin et tout, puis celui-là, ben, là, il était palpable, tu sais, c'était un rêve que tu pouvais toucher, là. Ouais, je me voyais, en fait, tu sais, je suis pas, genre, le secret style, là, mais je me suis vue. Je me suis vue, j'y ai cru. J'ai cru qu'il y avait quelque chose de beau et de grand qui pouvait m'arriver à moi, Éliane Gagnon, tu sais. Ça pas à tous les jours, puis il y a des fois où j'étais comme je suis un déchet, puis j'ai honte de d'où je viens, de qui je suis, de comment je me sens, genre c'est sûr que c'était pas toujours beau, mais y avait-tu de quoi dans le personnage qui aidait? Tu sais, il y avait, c'est drôle, ton livre s'appelle le carnet de fuite, mais tu sais, pour moi, est-ce qu'il y avait quelque chose dans la fuite qu'il y avait de devenir quelqu'un d'autre dans le jeu qui aidait? Mais oui, le fait de... C'est sûr que quand t'es acteur, c'est ça, tu joues des personnages, il y a une... c'est ça, il y a un processus où t'es pas toi-même, mais que tu peux aller expérimenter puis vivre des émotions qui sont pas nécessairement à toi, mais qui te font
aussi grandir. Ouais, Ça fait ouais. tout sens ce que je dis? Oui, absolument. Puis- Mais la question, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que, tu sais, quand t'es fâché de la vie de merde puis tout ça, ben, tu deviens une comtesse pour l'espace d'1 heure et demie. Ouais. Tu comprends? Ça, Ouais. forcément, t'oublies que... Tu peux t'évader, tu sais, c'est là-dedans. ça. Puis oui, j'ai... comment dire? Ben, j'ai cru à ce rêve-là. J'ai auditionné beaucoup quand j'étais plus jeune, entre 14 et 19 ans, puis ça fonctionnait pas. Puis, tu sais, c'est beaucoup de rejets, beaucoup de déceptions, Puis c'est toi qui vas comme au front pour passer une audition, par exemple, puis Te vendre toi, puis ça fonctionne pas. Fait que c'est toujours, surtout dans ces âges-là, c'est que t'es en pleine... Moi, j'étais en crise... identitaire, en quête d'identité, puis tu sais pas t'es qui, tu sais pas ce que tu veux, puis là, ben c'est ça, la drogue, l'alcool, moi, c'est devenu un outil, ma solution, tu sais, pour être capable de faire face à la vie, dans le fond, puis ça m'a permis d'être moi-même à quelque part, avec toutes les peurs que j'avais, tu sais. Ou en tout cas, de pas exploser de ces commentaires-là ou de ces rejets-là. À chaque fois que j'avais un rejet, je me pétais à la face, je me rappelle. À Ben chaque fois. Oui, évidemment. Ouais. Puis à chaque fois que mais beaucoup les grandes joies aussi. Je me rappelle, là, ma consommation était très dans l'euphorie. Les grandes joies. Tu sais, des fois, on dit, moi, c'est quand je suis déprimée que je bois. Puis que moi, on dirait que c'était quand ça allait bien, j'allais tout scraper, tu sais. Comment. Tu sais, parce que justement, tu sais, ça devient. Tu sais, c'est comme un flash que j'ai de, tu sais, j'étais trop maigre, trop grand, les bras trop longs, je me trouvais pas beau, tu sais, bon, il y avait comme un paquet d'affaires que, tu sais, je vis. S'il fallait qu'en plus un adulte que je connais pas me dise non, ben, tu sais, j'aurais déjà une liste des raisons pour lesquelles il m'a dit non, là, tu sais, je suis trop grand, je suis trop, tu sais, bon. Fait que, tu me dis que tu gères ça en te pétant, puis en disant, ben, fuck you, tu sais, je vais passer au suivant. Qu'est-ce qui te tient justement à en refaire d'autres? Parce que, tu sais. D'autres auditions? Ouais. D'autres. My God, c'est tellement une bonne question. Il y a toujours. J'ai toujours eu une petite voix à l'intérieur de moi qui me disait que j'étais capable. Qu'il va se passer de quoi? Il va se quoi? passer quelque chose, tu sais. Je veux dire, ça peut pas toujours être de la merde, tu sais. Ça peut pas. Le struggle est inévitable, il est nécessaire. La souffrance, elle a pas le choix d'exister pour pouvoir évoluer puis goûter au bonheur puis à quelque chose de plus beau. Mais le bonheur, moi, mon bonheur, je m'imaginais que c'était le fame. Je m'imaginais que en ayant des succès à la télé ou, tu sais, en réalisant ma carrière, whatever, que j'allais être heureuse. J'étais persuadée que avec la reconnaissance des gens, j'allais être heureuse. Puis quand j'ai eu la reconnaissance des gens, quand j'ai commencé l'émission Ramdam à l'âge de 19 ans, je pourrais en parler un peu comment c'est arrivé, mais j'ai tombé plus dans le party, dans l'euphorie de cette nouvelle vie-là, etc. Puis j'étais morte de peur, puis j'en avais de la reconnaissance dans la rue, là. J'en avais des gens qui faisaient comme « Ah, c'est Kim dans Ramdam! » Des gens dans le métro qui capotaient. Puis, mais j'étais pas heureuse. Non, c'est ça. Finalement, ça comblait pas grand-chose. Ça comblait pas le vide immense. Tu sais, oui, c'est un accomplissement. Oui, mon ego était nourri, genre, tu sais, on aime tous ça, je pense, avoir des réussites, puis c'est le fun, être reconnu, etc. Mais quand ta vie est à propos de ça, puis que tu penses que c'est ça, dans le fond, ben quand moi je pensais que c'était ça la vie, que c'était comme ça que j'allais être bien, ben c'est là qu'il y a un problème en fait, c'est que there's so much more, tu sais, que juste ça. Mais en fait, même, tu parlais de nourrir l'ego, tu sais, le jour où tu es capable de le nourrir, ton ego, toi-même, tu sais, je suis obligé de... Je pense que dans la maturité, là, tu sais, moi, je pense qu'il y a un ego sain et un ego malsain, ben oui. tu sais, clairement. Lily Love, Lily Destroy. C'est ça, tu sais, et donc, dans ça, le côté de l'ego sain, là, c'est d'être capable de reconnaître tes forces puis de dire Chris, je suis bon là-dedans. C'est l'humilité, en fait. D'être capable de dire, c'est ça, de quoi je suis faite, puis
mais souvent, c'est difficile à faire parce que l'ego fait comme l'ego malsain, l'ego destructeur fait comme hey, tu vas te calmer. Ou le ferait chier, c'est ça. Ouais, c'est ça. Genre, calme-toi les exploits, là, t'es quand même, tu sais. Mais il y a du bon puis il y a du mauvais. Puis, my God, merci mon Dieu, j'ai eu un ego. Ben oui. Je serais jamais où je suis aujourd'hui. Puis moi, souvent, je dis aux gens. Tu sais, ma personnalité là, obsessive et compulsive, là, elle fait ce que ma femme décrit est comme un passionné. Ah oui. Tu comprends? Aujourd'hui, elle dit, toi, là, quand tu achètes, mettons, une TV, là, je suis pas inquiet, tu sais. Ouais. Ça fait 3 heures que tu es en ligne en train de regarder c'est quoi la meilleure télé, tu sais. Ouais. Cette relation-là avec l'information, mettons, la relation avec tout, là, c'est souvent très... C'est très intense. Puis c'est drôle que tu dis ça parce que moi, je me rappelle que je me suis beaucoup fait dire que j'étais trop. Puis trop intense, trop ci, trop ça. Puis ça m'a fait de quoi. Puis à un moment donné, t'essayes de calmer ça. Puis aujourd'hui, je suis comme... Ouais, puis je suis ce que je suis. Puis je suis intense. Puis oui, j'ai une personnalité d'addict. Puis je serai jamais guérie de cette personnalité-là. Merci mon Dieu que je serais pas guérie, puis je suis contente de pas être normale, puis d'être un peu tu sais, d'être une hypersensible, émotive, hyperactive, tu sais, tout ça vient avec un lot de belles affaires, mais ça vient avec le côté moins le fun, un peu dark là. Puis ça je l'accepte aujourd'hui. Puis je vais chercher les outils puis les ressources nécessaires pour pouvoir le faire taire, cet ego destructeur-là, puis ce côté dark-là, justement. Ben, je vais toujours me souvenir, à 18 mois, je m'étais fâché, moi, tu sais, en disant... Tu veux dire 18 mois d'abstinence? Oui, à 18 mois d'abstinence, là, je m'étais fâché en allant chercher mon jeton en disant « Hey, j'ai-tu le droit, tabarnak, de dire que c'est grâce à moi? C'est pas Dieu ou quelque chose d'autre qui a pas appelé mon dealer, qui est pas allé au dépanneur acheter de la bière. J'ai-tu le droit, moi? » Tu sais, puis là, j'étais comme... on dirait que ça faisait 18 mois qu'on me disait tellement que ça venait d'ailleurs, tu sais, que je voulais juste prendre un once de... C'est beau le grand. Ouais. Tu peux y aller, là, tu peux continuer. T'sais. Je comprends. Puis à un moment donné aussi, j'ai utilisé beaucoup l'expression « embrasser ». Moi, je vais embrasser qui je suis. Je vais embrasser qu'est-ce que je suis, qui je suis, comment je suis. Ouais. Parce qu'il y a trop de temps où, comme tu dis, hey, c'est trop, hein, c'est beaucoup. Quelqu'un m'avait dit en anglais, dial down on the intensity. Tu peux-tu baisser d'une coche ta passion puis ton intensité? Attends un peu, là. Je peux le faire dans un contexte où je travaille dans des milieux professionnels. Bon, oui, mais c'est ça, moi. Exact. Tu comprends? What you see is what you get. Moi, c'est bien ça. Des fois, je me dis, peut-être tu pourrais en dire un peu moins. Ça m'arrive. Non, ça mais m'arrive le politically correct, puis le côté moins cru, puis le côté moins franc, puis le côté... Ça fait 25 ans que je fais mon métier. Ça fait 25 ans, un des premiers... En fait... Ma première job à vie sérieuse, je travaille dans un Saint-Hubert, je vais toujours me souvenir, j'étais à la place Versailles, le Saint-Hubert Express, qui était comme dans le coin. J'ai travaillé à la place Versailles pendant quelques années. Ah oui, puis là, il me claire, tu sais, et il m'assoit proche de la fontaine, ou en tout cas, il y avait comme un espace pour s'asseoir au milieu, puis il me dit, est-ce que tu sais ce que c'est, Alex, un anticonformiste? Je dois avoir 13 ou 14 ans. Là, je dis non. Puis il dit, va falloir que tu le lises là-dessus. Il me connaît pas, ou à peine, là, mais il m'a vu quelques semaines, puis forcément, ça marche pas parce qu'on s'astine sur dans quelle direction il faut mettre une poitrine de poulet dans le rack. Là, c'est vraiment, là, tu sais, il dit, va falloir que tu lises là-dessus parce que ça risque d'être une bête qui va te suivre longtemps, l'anticonformisme, surtout dans des milieux comme ici où on ne peut pas se permettre qu'est-ce que tu fais. On comprend, mais on peut pas se permettre. Puis après ça, une chasseur de tête qui m'avait dit, tout est comme... nous autres, pour les chasseurs de tête, on appelle ça, mettons, le bad boy qu'on engage dans une compagnie. Okay. Puis elle m'avait comme... C'était comme un stigma que je me souviens, j'étais dans mon auto, puis j'étais là, OK, fuck, j'étais un peu fall ball, là, j'étais un peu fait. Puis après ça, j'ai dit, non, ça va être ça. Il y a un peu de ça en moi. Il y a un peu de ce côté-là, un peu cru, un peu raide, des fois un peu, comme tu dis, what you see is what you get. Mon visage parle beaucoup, mes mots encore plus. Fait que ça sort franc. Puis
quand on a fait le bond, mettons, de 14-15 ans à 19, qu'est-ce qui se passe pendant cette période-là? Dans le sens que ta consommation va comment, l'école va comment, puis tu me dis avant que... Ramdam, tu parles? Oui, c'est ça, pour qu'on arrive justement à cette audition-là qui aboutit à quelque chose. Oui, ben dans le fond, moi, j'ai le souvenir que ma mère voulait beaucoup que je finisse mes études avant. Il y a personne ben qui m'a encouragée à faire ce que je fais aujourd'hui comme métier de comédienne ou auteur ou... entrepreneur, whatever. Ma mère, elle voulait que je finisse l'école avant de commencer justement à poursuivre ce métier très incertain. Elle voulait que j'aille quelque chose. Elle aurait bien aimé que j'aille un bac. OK. Puis, c'est ça, j'ai fini mon secondaire 5. Ensuite, je suis allée au cégep en cinéma communication à Maisonneuve. Puis, pour ce qui est de la consommation, dans le fond, moi, j'ai pris mon premier drink à l'âge de 17 ans, puis j'étais une blackout drinker dès le début. Fait que, c'est-à-dire, dans le fond, j'ai commencé à boire, puis j'ai manifesté l'allergie. Mon corps a manifesté que ça y faisait pas. Pas nécessairement dans un cas de binge drinking, là. Là, c'était du binge drinking. Okay. Oui, c'était du binge, là. Okay. Ben, me semble, je me rappelle plus trop, mais tu sais, je me rappelle que j'avais fait un party, puis blackout, je me rappelle plus, je me réveillais avec un gros bleu sur la jambe, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Puis tu sais, c'était pas tout le temps comme ça, mais j'ai le blackout facile dès le début. En fait, je suis une blackout drinker. C'est simple, je suis ça. Puis j'ai bu, moi, pour me geler. J'ai pas bu pour le goût, j'ai pas bu parce que c'est donc ben le fun de boire une petite bièrette puis un petit verre de vin. Je buvais pour me torcher. Okay? C'était juste ça. C'était ça mon intention. Je me rappelle, j'avais un langage... Fait que ça te réussissait bien dans ce contexte-là. Tu devenais blackout. Tout à fait. Instantanément. Ouais, puis le langage qu'on avait, on se déchausse, s'asseoir, on va se dévisser la face, nanana. Puis c'était vraiment ça. Puis tu sais, c'était la destruction totale. Mais moi, je pensais que c'était ça la vie. Tu comprends? Je pensais, puis je me tenais avec des like-minded people. Oui, absolument. Des gens comme moi. Mais il y en avait des gens dans mon entourage qui probablement devaient voir, qui étaient pas autant intenses que moi. Puis rapidement, j'ai su que, depuis que j'étais tout jeune, je le savais que j'avais quelque chose de différent. Je savais pas c'était quoi, mais je le sentais. Puis, c'est ça. Moi, j'ai connu la cocaïne aussi pas longtemps après ça. Puis, pour rester dans le party, j'ai consommé, tu sais, je consommais pas tout le temps. J'en achetais pas. Ça m'a pas ruiné. Je m'en faisais beaucoup offrir, etc. Mais c'était présent. Puis, je buvais pas tous les jours. Puis, j'étais capable de fonctionner... j'ai réussi à fonctionner à travers tout ça. J'ai réussi à accomplir certaines affaires. Mais à chaque fois que je buvais, c'était l'enfer. Puis c'était trash, là. Puis c'était trash. Puis il y a eu des parties que c'était le fun. Tu sais, c'est ça, c'est arrivé des fois où j'ai eu du plaisir. Puis je me disais, ah, mais crime. Dans le fond, c'est que j'ai commencé à boire, à fumer, puis à consommer, puis j'ai voulu arrêter. C'est comme un peu la preuve aussi que je savais, dans le fin fond de mon cœur, j'avais souvent des prises de conscience, des petits moments de lucidité où j'étais comme... Il y a quelque chose qui est pas normal dans comment je consomme, mais je suis encore capable. Ouais, tu sais... Je pose souvent la question, tu sais, ces premières semences-là de... soit le lendemain d'une brosse ou le lendemain d'avoir exagéré, ces premières semences-là de... il me semble que c'est pas ça la vie, ou il me semble que c'est pas normal. Ouais. Tu les vois arriver vers ça, 17-18 ans? Encore, je te dirais que c'est flou encore aujourd'hui. J'ai tendance à croire qu'au fond de moi, je l'ai toujours su que ma consommation puis mon rapport à la substance et à l'alcool était problématique. Je dirais que je l'ai toujours su. OK. Mais je me suis fait à croire que c'était ça la vie, puis que c'était la jeunesse, tu sais, je veux dire, j'ai 20 ans, tu t'entends souvent, il faut que jeunesse se vive, faut que, tu sais, exactement. Tu comprends? Fait que, tu sais, tu te dis... c'est ça. C'est ça. C'est ça pour aujourd'hui, mettons. Ou c'est ça pour moi. T'sais, moi, c'est de même. T'sais, moi, quand je consomme, c'est all-in, puis je black-out, puis c'est ça, puis on me perd, puis that's it. T'sais. C'est ça. Mais il y a beaucoup de souffrances reliées à ça qui est comme pas nécessairement dite, puis même pas nécessairement... j'ai juste le mot en anglais comme reconnu. Ouais.
J'avais acknowledge, là, dans... Oui. Mais même de ta part à toi. Même de ma part à moi. Exactement. C'est ça que je veux dire, c'est que c'est une grosse bulle de déni, de... Non, mais c'est ça. Mais notre relation avec la vie est fucked up. Ah ouais, vraiment. Tu comprends? La relation avec la vie est fucked up. Moi, quand ça va bien tabarnak. Ouais. Mais quand ça va moins bien, ça va vraiment moins bien. Ouais. Fait que il rajoute à ça le tsunami hormonal, rajoute à ça le tsunami identitaire que t'as aucune... Tu sais, je suis allé au cégep en art plastique à Saint-Laurent, là, puis je vais toujours me souvenir, puis là, je consommais pas nécessairement abusivement, j'avais mes passes, mais je me souviens de comment j'étais tellement perdu. Tu rajoutes la substance là-dedans, mais ça peut pas faire autrement qu'un cocktail de fou, parce que de base, ma façon de gérer la vie, elle est fucked up. Exact. Tu comprends? À côté de mon voisin qui, lui, développera pas la maladie ou l'obsession pour la compulsion, et que lui, ce tourbillon-là hormonal va faire de you live once, YOLO, tu sais, il faut que jeunesse se vive, tout ça, et ça va redécanter parce que ça va arrêter hormonalement, mais de chier, tu sais, puis d'être mais puis la condition, tu sais, on s'entend on entend la maladie des émotions, le cerveau, le ism, tu sais, la maladie, comme tu dis, dans le fond, elle est là ou elle l'est pas. Je pense encore aujourd'hui qu'elle peut se développer à travers si tu bois de façon répétée, puis que la raison pourquoi tu bois, c'est pour engourdir quelque chose. Éventuellement, ça se peut que ça devienne un problème. Mais quand tu tombes dedans aussi jeune, puis il y a une part qui est génétique, je crois, d'ADN, de constitution du cerveau, tout ça. Tu sais, mon père, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Tu comprends? Mon grand-père était certainement un alcoolique. Non avoué et non déclaré, ou en tout cas, non diagnostiqué. Puis il y avait de quoi de folklorique, là, tu sais. Bon. Mon père, c'est quelqu'un d'intense qui travaille beaucoup, mais qui, tu sais, dans sa façon de gérer ça, c'est bien à lui. Mais c'est quelqu'un d'intense, tu sais, c'est quelqu'un de. Bon. Fait que oui, je pense qu'il y a de quoi de génétique, mais quand tu rajoutes à ça, puis tu viens mêler à ça, tu sais, n'importe quoi qui altère ta façon de penser, puis tout ça, ben oui, mais ça peut pas faire autrement qu'une explosion. C'est pour ça, d'ailleurs, que t'as sûrement, puis moi aussi, déjà trippé avec des gens qui n'ont pas développé ça. Ben oui. Tu comprends? Qui étaient capables de boire autant de moi puis de consommer autant que moi, mais qui, eux, après 2-3 ans, ont fait « OK, c'est assez, là, le party, moi, j'ai fini. » là. Ils se font des familles, etc. Puis moi, le bout où j'ai vu aussi qu'il y avait je pense que j'ai eu une série de prises de conscience, une série de blackouts de lendemain que tu fais comme « tabarouette, ça peut pas être ça, ça peut pas être ça. » Mais moi, c'était l'alcool au volant. C'était ça mon je veux dire quasiment mon dada, là. Je conduisais en état d'ébriété à peu près tout le temps. Puis j'ai perdu mon permis quand j'avais 20 ans dans l'Ouest canadien. Dans le fond, je suis partie, j'ai décroché Ramdam quand j'avais 19 ans, la dernière journée de mon cégep. Après, c'est là que je m'en allais. Orélette, j'ai fait ça. La dernière journée du cégep, j'ai auditionné pour Ramdam. Je l'ai décroché. Là, je savais pas que ma vie allait changer. Mm-hmm. Puis je t'ai parlé d'ambition, de rêve, d'idée de grandeur. Moi, je voulais jouer en anglais. J'avais envie d'avoir une carrière internationale, etc. Bref, j'ai fait Ramdam. Pendant mes vacances, on avait 3 mois de vacances. Je partais dans l'Ouest canadien. Puis j'étais allée apprendre l'anglais. Là-bas, c'était la pilule. Puis il y avait toutes sortes de drogues. Nouvelles. Puis party, Aurora, le houdou. En tout cas, c'était comme d'autres choses aussi, c'est ça. Puis bon, les gars, tu sais, la vie de rockstar, là, tu sais. Puis ça reset les clocks aussi. Tu sais, c'est-à-dire que ça remet un peu les on dirait que ça remet nos timers à zéro, le fait que on abuse dans quelque chose de nouveau. Ouais. Tu comprends? Fait que tu fais comme vraiment. Mais c'est pas pareil, là, ça c'est de la I. Ah non, mais ça. C'est un autre, tu sais, c'est d'autres choses. J'ai pas accroché tant que ça à ces drogues-là. Heureusement, merci mon Dieu, calique. Mais ça a été, j'ai quand même réussi, c'est ça, à apprendre l'anglais. Tu sais, j'avais, à travers ma consommation, mes excès, mes abus, etc., ma destruction, j'ai toujours senti que j'avais une tête sur ses épaules.
Puis je me disais, ben je suis intelligente, je peux pas je peux pas tomber. Puis on l'entend souvent, c'est aussi les alcooliques qui sont très intelligents, c'est des personnes qui... C'est pas une question d'intelligence, le fait que tu te rends au blackout ou le fait que tu te rends dans des situations pas possibles, ça n'a rien à voir avec ton niveau d'études ou quoi que ce soit, j'allais dire c'est biologique, je sais pas c'est quoi, mais il y a quelque chose qui fait en sorte que la dépendance nous submerge, puis c'est fucké. Mais même, fucké. C'est un peu comme, tu sais, je dis souvent parce que, tu sais, j'avais été coparrain, donc dans un contexte psychosocial, les établissements carcéraux, ils ont ils font des meetings, des fraternités anonymes à l'intérieur des murs. Uh-huh. Et j'étais coparrain d'un de ces meetings-là pendant presque 1 an pour, tu sais, la conclusion que je tire de ça, parce que tu t'apportes autant que t'en retires, tu sais, la conclusion que moi j'avais tirée de ça, c'est que j'avais été dans ma vie à 1 erreur ou 2 près de soit plus avoir de maison ou d'être en prison. Mm-hmm. Ou mort. C'est-à-dire que quand tu décris que comme moi, je suis rentré en thérapie, j'avais encore un duplex, ma famille m'avait pas encore calissé dehors, j'avais encore ma voiture, mes parents me parlaient encore. Ah oui, t'avais pas tout perdu. Exactement. Alors que je suis à 1 ou 2 erreurs près ou à 1 ou 2 fripes de trop de mon voisin qui, lui, quand il décide d'arrêter, il a tout perdu ce que je viens de décrire là, puis il est dans les murs, tu sais. Puis il y en avait là, qui n'étaient pas bien plus vieux que moi, tu sais, que ce qui les amenait dans un pénitencier à sécurité moyenne, c'était d'avoir foutu un coup de poing de trop, tu sais, alors que je n'ai déjà donné des coups de poing, tu sais. Tout à fait. Fait que tu sais, pour moi... on n'est pas à l'abri. Personne n'est à l'abri. Non seulement on n'est pas à l'abri, mais tu sais, c'était pas des gens moins intelligents que moi qui étaient à côté de moi. Tu comprends? Exact. C'était pas des gens qui avaient l'air soit plus trash ou moins trash ou plus classe ou plus... Non, c'était vraiment... C'était une erreur. C'était un coup de volant ou un ci ou un ça de trop. Ou comme tu dis, c'est une fois de trop que tu es embarqué dans ton char puis que tu en as perdu ton permis. Qui me contait que c'était rendu presque un fléau pour les chasseurs de tête au niveau du travail parce que... ils ont énormément de difficultés à embaucher des gens qui ont aucun dossier criminel ou que tu comprends parce qu'il y a des ballons là, il y en a, c'est un fléau. C'est incroyable. Puis ça veut pas dire que c'est tous des gens qui devraient faire du meeting ou qui sont alcooliques. C'est pas parce que tu as eu une balloune que tu étais alcoolique, mais ça peut être un indicateur qu'il y a peut-être un problème. Il y a peut-être quelque chose. Il y a peut-être quelque chose. Fait que tu reviens de l'Ouest canadien, pas de permis. Ouais, c'est ça. Tu sais, je te fais ça court, là, mais tu sais, en gros, c'est ça, j'ai une nuit en prison, puis tu sais, je suis à Banff, ça prend 20 minutes de traverser la ville à pied, puis je m'en vais justement au Hoodoo, puis c'était les eyeballs, je sais pas moi, à 2 piastres à l'époque, puis je suis complètement torchée, tu sais, je dépasse la limite de presque la moitié, c'était 0.08, j'étais à 0.16. Puis je conduis mon auto avec du monde dedans, puis je me fais arrêter en arrivant en avant de chez mon boyfriend, whatever, de l'époque, là, je sais pas trop. Puis je perds mon permis, mais ils me le laissent. Ils me disent, tu peux pas conduire en Alberta, fait qu'il faut que tu conduises au BC ou... Mais je me fais juger au Québec. Tout ça pour dire, je décide de m'en aller au Québec, mais il va falloir que je plaide coupable au Québec. Puis je veux pas raconter cette histoire-là. En fait, ce que je veux dire, c'est que 10 ans plus tard, là, j'ai 20 ans à l'époque, 2006 ou 2007. 10 ans plus tard, je fais mon bout de chemin comme comédienne, j'ai des creux de vague, des moments plus dépressifs, des moments où ça va pas du tout, des moments où ça va bien, tu sais, je décroche un peu des affaires des fois, etc., etc. Consommation continue, peine d'amour, blablabla, la vie, le struggle. Ma solution, c'est toujours le joint ou la bouteille. Quand c'est pas la bouteille, c'est le joint. Quand c'est pas le joint, c'est d'autres choses. T'es-tu habité par l'idée que faut que t'arrêtes? Ben oui. Mais je le sais. C'est ça, c'est toujours des cold turkey que je fais. J'essaie tout le temps de faire des cold turkey. OK. Tout le temps. Fait que tu te réveilles d'un verre de trop, puis là, tu dis, OK, là, Chris, c'est assez. Là. Ouais, c'est arrivé beaucoup. Tu sais, j'essayais de faire des 30 jours. Des fois, je réussissais jusqu'à, mettons, 2 semaines. Ça m'est arrivé d'avoir des moments d'abstinence. Mon plus gros moment d'abstinence, ça avait été genre 55 jours, puis c'est dans le temps que j'étais à Toronto, puis que j'étudiais, puis j'étais dans mon focus carrière internationale. J'avais compensé
par la carrière, par le travail, par 90 heures de travail par semaine, puis comme, plus le temps de consommer. Plus le temps de travailler mon accent américain pour pouvoir jouer en anglais. Déterminée, moi, c'est un mot qui me colle à la peau. Je suis une fille déterminée. Puis, je réussis à faire des moments d'abstinence, etc. Puis, je me rappelle que j'ai arrêté la cigarette Cold Turkey. J'ai arrêté la poudre Cold Turkey. Puis, ces deux affaires-là me disent, mais t'es pas une addict, tu sais. T'es pas si pire que t'es capable. Mais l'alcool, j'ai des moments où, à Toronto, je me dis, personne me connaît. Fait que, tu sais, mettons que je vire une brosse puis je me déchire, ben, tu sais, c'est une fois, mais tu sais, je suis inconnue, les gens savent pas que c'était ça avant, puis tu sais. Fait que mais c'est là, c'est présent, tu sais, cette espèce de démon, là, c'est presque de la boulimie d'alcool, là. Ouais, genre. Tu comprends? Complètement. C'est non, c'est exactement ça, puis... Tu sais, c'est ça. En gros, je suis à Toronto en 2014, puis je me trouve un agent, je me trouve même un manager à Los Angeles en 2015. Tu sais, je suis partie là-dedans, le fame, je vais réussir, je vais être reconnue, je vais leur montrer que je suis quelqu'un. Tu sais, mon père, il va voir, c'est qui Eliane Gagnon. Il va voir que j'ai de la valeur. Mais j'y crois même pas moi-même que j'ai de la valeur, tu comprends? Puis consciemment ou inconsciemment, Eliane, c'est une drôle de question que je te pose, mais moi, c'est inconscient. Inconscient, ben oui. Ben oui, parce que, tu sais, je suis dans le déni. J'ai longtemps pensé que j'étais une vidange, mais c'était inconscient, parce que... Puis c'est pour ça que je le dis à voix haute, parce que il y a des gens qui doivent dire, ben, Chris, je sens pas ça, moi, tu sais, que je me sens pas bien ou que je me dévalue, ou que, tu sais... Non, c'est inconscient. C'est dans le derrière de ta tête. Complètement. Ça t'habite, là, ça pèse dans ton sac à dos, ça pèse sur tes épaules. Il y a personne qui, de l'extérieur, pouvait dire Eliane a un problème. Ouais, malheureuse. Ouais, malheureuse. Ben, peut-être que certaines personnes pouvaient dire ouais, ça vire en estique quand elle boit, mais tu sais, de là à dire que j'avais un problème, de l'extérieur, j'avais l'air d'avoir mes shit together, là, quand même. Absolument. Puis, fait que là, je m'en vais où avec ça? Ben, dans le fond, c'est ça. Je veux juste dire que 10 ans plus tard, tu sais, là, c'est 2007, mon affaire de permis, il y a toute ma vie, Toronto, machin, carrière. Je pense juste à ça. Puis, en 2015, fin 2015-2016, je m'en vais sur la route des États-Unis, ben, de l'Ouest canadien, en fuite géographique. Évidemment, je m'en allais en fuite. Puis, je voulais aller réaliser mon rêve aux États-Unis. Puis, j'ai recrashé en auto, alcool au volant, dans le fond. Dans le même coin? À Portland, par exemple, okay. en Oregon. Puis j'étais sur ma route pour m'en aller à LA. J'avais genre 2000$ dans mon compte. J'avais un manager, j'avais comme un petit setup, mais j'étais pas super bien organisée. J'avais pas de place pour vivre. J'avais un ami acteur qui devait m'héberger. Il pouvait plus, finalement. J'ai crashé, blackout, accident d'auto. My God, ça a été... c'était comme l'enfer sur Terre, mais je savais même pas encore que j'avais comme complètement perdu tout contrôle, toute maîtrise de ma vie. On dirait que je me disais, ben, je vais être capable de m'en sortir encore. Je me suis toujours débrouillée. Fait que tu te réveilles, genre, à Portland. Dans une rue résidentielle, le char tout pété, puis moi dedans, vivante. Puis j'ai pas eu d'éveil nécessairement spirituel à ce moment-là, mais je me rappelle très bien d'avoir fait une selfie ben maganée, shaky de lendemain de veille, et de la poster, hashtag hangover, hashtag nananana, puis de faire aïe, tu peux pas poster ça, first. Qui est un suicide professionnel, là, comme juste littéral. Ouais, tu sais, vraiment. Puis tu sais, il y a du monde qui m'ont vu en masse faire le party dans mon industrie, puis je pense que aujourd'hui, je pense pas que j'ai fait trop de dommages, là. J'ose croire que j'ai pas fait trop de dommages, même si j'en ai surtout fait à moi, puis à mon estime, mettons, puis... À ton brand? Ouais, disons, on peut dire mon brand. Je sais pas si on peut dire mon brand, mais... Non, mais tu sais, quand je dis ça parce que... dans un contexte professionnel, on est comme sa propre entreprise. Oui, on est le véhicule de notre propre entreprise. Je suis mon instrument. Là, c'est ça, exactement. Fait que, tu sais, en art, ça doit être
c'est encore plus, je crois. Mais tu sais, même moi, tu sais, comme professionnel, tu sais, si je nuis à mon brand, qui est le brand Alex, là, tu sais, ben, mais est-ce que tu penses que tu as pu chipper ça, le vernis de ce brand-là? Tu sais, au fil de ce parcours-là de consommation? Ouais. Ben oui, c'est sûr. Tu sais, je regarde toutes les auditions que j'ai peut-être scrappées parce que j'étais lendemain de veille, puis je me disais, mettons, j'allais passer une audition, puis fallait que je pleure pour quelques rôle que ce soit, je me déchirais la face la veille pour avoir de l'émotion ou pour être fatiguée ou quoi que ce soit. Puis, tu sais, ça, c'était des suicides professionnels parce que dans le fond, j'étais pas tête, j'étais pas... mais on dirait comme... c'est fou, mais on dirait que c'est flou, puis je sais pas... Je sais que il y a bien des affaires que j'aurais pu faire autrement, mais en même temps, c'est ça qui est arrivé, puis je pense que j'ai toujours, encore là, réussi à être pas si pire que ça dans ma déchéance. Puis c'est ça qui m'a gardé si longtemps dans cette marde-là. Parce que j'étais toujours on the edge, là, de genre, t'es correct, mais t'es misérable en dedans, puis tu sais même pas que t'es misérable. Puis tu sais non, mais c'est comme si tu me dis, c'est ça, tu me dis, je me suis réveillé devant ma voiture scrap, mais je me suis pas réveillé, c'est ça, mais je me suis pas réveillé à l'hôpital avec une voiture scrap. Tu comprends ce que je veux dire? Dans le sens que, c'est comme si il y avait comme c'est pas de minimiser, mais c'est de dire, j'ai encore un gap. Il restait. Exactement. J'avais tout le temps un gap. Oui, c'est ça. Il restait, parce que là, tu te dis, ben, je me suis réveillé scrap avec un bleu sur la jambe, mais tu sais, je me suis pas réveillé scrap dans la rue, sur le trottoir. Tu te dis, ouais. Avec une aiguille dans le bras, tu sais. C'est ça. Mais tu sais. Fait que là, ton retour de Portland doit se faire la mine basse un peu. Ben, ouais, c'est ça, là. Ce qui est arrivé, c'est que je me suis fait remorquer, j'ai trouvé un garagiste, j'ai joué ma comédie de petite fille dans marde qui a pas d'argent. Le monsieur était super, puis il était pas sûr de pouvoir me réparer mon auto sur le coup parce qu'il disait j'ai pas tes rimes, tu sais, faudrait qu'on trouve des rimes. Je me ramasse à pied, je m'en vais dans un junkyard, dans une cour à scrap, puis tu sais, ça c'est une image qui va rester avec moi pour tout le restant de mes jours, puis que j'ai écrit dans mon carnet de fuite aussi. C'est moi dans cette cour à scrap-là avec le tas de ferraille qui est lendemain de veille, avec les shakes, mon char scrap, ma Mazda protégée. J'avais acheté une Mazda protégée à 900$. Tu sais, je suis bénie du... Je dis ça à la blague, mais je suis bénie du cul, là, depuis que je suis née. Tu sais, j'ai toujours réussi à m'en sortir tout le temps, j'ai réussi. Puis là, je suis comme dans la cour à scrap, puis je cherche des rimes. Il y a juste des bodies de char, de Mazda protégée, puis je me tourne la tête avant de quitter sans en trouver. Puis il y a un chapelet en argent magnifique qui traîne sur un hood de char. Puis je le prends dans mes mains, puis je suis comme wow, c'est beau. Tu sais, moi j'ai toujours eu la foi, j'ai toujours je disais souvent il y a rien qui arrive pour rien. Fait que tu sais, j'avais comme cette espèce de conscience qu'il y avait quelque chose qui avait un œil sur moi ou quelque chose, je sais pas. L'attrait pour quelque chose qui avait le contrôle qui est pas nous autres. Ouais, genre. Puis ce chapelet-là, je l'ai gardé avec moi, puis finalement, j'ai pas trouvé de rime, mais le garagiste, il s'en est fait donner par son ami. Moi, j'ai trouvé des pneus, il m'a réparé mon auto. Il m'a dit be safe, appelle-moi quand t'arrives juste pour me dire que t'es correct, va pas à plus que 100 km/h. Puis j'avais pas de place pour aller à LA pour vivre. Puis j'ai pensé à une femme qui m'avait que j'avais rencontrée en novembre de 2015 quand j'étais allée rencontrer des managers à LA. Puis elle m'avait vu dans Féminin, on avait pris un café, peu importe. Puis j'ai écrit sur Facebook, j'ai dit j'ai pas de place, tu sais, pour aller, je ferais-tu crasher chez vous pour 3 jours, tu sais, le temps que je me place. Quand j'étais arrivée là, ben elle m'a dit elle m'a accueillie. J'ai raconté un peu ma péripétie puis tout, puis moi j'étais comme bon, ça va être correct, tu sais, je veux dire je t'en vie, tout va bien. Puis elle fait ouf, elle dit OK, mais elle dit juste que tu saches, moi je bois pas, tu sais, ça va faire 11 ans, puis il y a pas d'alcool qui rentre ici, puis si tu veux, on peut aller dans un meeting demain.
Ah, elle te propose ça, Elle m'a comme proposé on the fly. right away. Ben, tu sais, elle a bien vu que j'étais, malgré que moi, je pensais pas que j'étais souffrante, je me sentais bien en contrôle Au-dessus de tes affaires. au-dessus de mes affaires as usual, tu sais. Puis j'avais connu les meetings, moi, puis la thérapie à Delors Cormier 7 ans auparavant. La réduction des méfaits. Oui, parlons-en. Mais non, n'en parlons pas parce qu'on n'aura pas assez de temps. Ouais. Mais pour moi, c'est un couteau qui a 2 tranchants, mais qui en a un plus coupant que l'autre. Mm-hmm. En tout cas, particulièrement pour des gens comme nous. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce que, tu sais, si tu commences à me faire flirter avec l'idée que je peux être raisonnable, c'est du poison. Mais oui. Je suis fait à l'os. Mais j'ai essayé de me faire croire ça pendant 15 ans. T'sais. Non, I know, mais moi, là, j'ai fait croire à ma famille, à mes proches, à mes enfants pendant presque 9 mois de temps. Ah, OK, que t'étais... Tu comprends? Parce que j'ai fait, moi, Delors Cormier. Ah ouais, OK. Puis là, ben, tu sais, on ne mettait pas de mots sur des affaires que je partageais avec la personne que j'allais voir en externe. Donc, je parlais, tu sais, je faisais de l'apitoiement, parce que je disais que tout le monde fumait, tu sais, puis que là, je roulais en voiture. Ouais, c'est ça. Puis là, je roulais en voiture, puis je voyais tout le monde consommer, tu sais. Fait que on aurait dû vite mettre le doigt, dire, là, ta gueule, tu sais, c'est de l'apitoiement, puis là, tu fais juste essayer de nourrir ton égocentrisme, tu sais. Ouais. Et là, moi, j'avais 9 mois, en fait, de à peu près presque un an. Là, j'avais presque un an jusqu'à la Saint-Jean-Baptiste suivante pour préparer le terrain des gens autour de la littérature qu'on m'avait donnée sur la consommation raisonnable. Fait que, il s'agissait, moi, là, j'avais comme un an pour convaincre la mère de mes enfants, mes parents que oui, je vais prendre un verre puis je vais consommer à Saint-Jean-Baptiste, là, mais ça va être raisonnable. Ouais. Ouais. Hey, on s'en vend des idées, hein? Ah ouais, c'est malade. Fait que t'avais connu on t'avait présenté les meetings dans ce contexte-là. Pas Delors Cormier m'avait pas présenté les meetings. C'est une amie à l'époque avec qui je faisais de la télé qui m'avait présenté les meetings. Puis je me m'identifiais pas dans le fond, pas du tout. Puis ça, c'est ça. Je pense que j'avais 24 ans à l'époque là. Tu sais, mais c'est un 6-7 ans plus tard, je débarque chez cette fille-là. Puis à Los Angeles, machin, avec mon grand rêve de devenir une star hollywoodienne, québécoise. Tu sais, même ça, tu sais, j'étais comme mêlée dans mon identité, tu sais, French Canadian, mais je veux parler anglais, je veux maîtriser l'American accent. Tu sais, il y avait comme toute cette espèce de désir de pas être moi. Mais tu parlais de fuite géographique, je sens une fuite d'identité aussi. Ah, complètement. Mais oui, vraiment. Mais ça a été ça toute ma vie, tu sais, la dépendance à la fuite, tu sais, puis même aujourd'hui, ça revient, des fois, je suis comme, mon premier réflexe, mes circuits, comment mon cerveau est fait, c'est ciao, bye. Ciao, bye! Pars en courant, va-t'en refaire ta vie, prends un avion, on revient plus jamais. Ça va rien régler, tu sais. Fait que là, aujourd'hui... Tu y vas-tu à son meeting à elle, quand elle t'invite? Ah oui, j'y vais, c'est ça. Tu y vas-tu pour sauver ton cul d'un toit? Ou tu y vas parce que tu penses que c'est une crise de bonne idée d'y aller? Non, j'y vais pour faire plaisir puis pour avoir un toit, parce que je suis une opportuniste puis je suis self-seeking, comme on dit. Là, absolument. C'est mes intérêts à moi. Me, myself and I. Par contre, je me suis fait prendre dans le détour parce que c'était un meeting de femmes, discussion, où il y a des femmes comme jeunes, belles, inspirantes, beaucoup d'actrices. Puis j'entends mon histoire, j'entends ma souffrance que j'ai jamais réussi à mettre de mots dessus. T'sais. Ça fait ça. Ben, je mettais des mots dans mes écrits. C'est sûr que je l'extériorisais dans mes carnets, là, mes carnets véritables, mais ouais, ça a fessé. Puis j'ai comme fait, je le savais que j'avais une personnalité intense, d'addict, whatever, mais j'ai dit, peut-être que je suis juste alcoolique. Tu sais, comme, peut-être c'est juste ça. Puis moi, tout de suite, là, je voulais être heureuse, là, c'est ça mon... Nouvelle quête. Ça a toujours été ma quête. Oui. Non, mais c'est juste que ça renouvelait cette quête-là. Tu sais, ça redonne un vent de fraîcheur à cette quête-là. Vraiment. Puis on m'a présenté le programme, en fait, avec une marraine temporaire. Puis j'ai trouvé une thérapie. J'avais pas de place où vivre. Fait que je me suis dit, bon, check
qu'est-ce que tu peux faire pour trouver un endroit pour être, puis être bien, puis être safe. J'ai trouvé une thérapie pas chère, où j'étais logée, nourrie. J'ai fait ça 30 jours, mais tout ça dans le but d'avoir un toit. Puis je me suis fait prendre à mon propre jeu parce que, dans le fond, je me pensais moins pire que les gens. Je pensais que moi, j'avais plus le contrôle, que vu que j'étais intelligente ou, tu sais, comme on a dit tantôt. Mais j'ai réalisé que j'avais tous les comportements puis toutes les attitudes et les perceptions d'une personne qui a un trouble de dépendance puis l'alcoolisme, tu sais. Puis j'ai fait cette thérapie-là puis je me suis donnée à fond dans le rétablissement. Mais tu l'as fait là-bas? Ouais, j'ai fait la thérapie à LA, à Santa Monica. Puis après ça, je suis sortie de là. Puis, tu sais, moi, je m'en allais pour Pilot Season. Je sais pas si tu sais c'est quoi Pilot Season. Ouais. Bon, je m'en allais là pour ça. Qui est comme la tournée de tous les pilotes qui sont... ils vont auditionner pour tous les pilotes. Exact. Fait que, tu sais, ça doit être comme une espèce de... C'est comme un... Comment ils appellent ça, là, tu sais, ils font ça au Palais des Congrès, là, de l'espèce de work fair, là, tu sais, qui est comme... tu fais la tournée de tous les endroits puis tu auditionnes partout là-dedans. Ben là, c'est ça. Moi, c'était plus mon manager qui me trouvait des auditions puis j'auditionnais, je faisais des self-tapes. J'en ai fait quelques-uns puis... Mais tu sais, là, ça, je suis rentrée en thérapie puis j'ai dû leur dire que, dans le fond, je réalisais... Il y a comme 15 ans de consommation puis de destruction qui m'a comme kické in d'en face. Puis ce qui sortait de ma bouche, je me rappelle quand j'étais arrivée là, tu sais, à ce meeting-là, c'était « I'm tired ». Je suis fatiguée. C'est juste ça qui sortait de ma bouche. Puis je pleurais, puis je pleurais, puis je pleurais. Mon corps était fatigué, ma tête, mon âme, mon esprit, tout était fatigué d'avoir tout le temps voulu contrôler puis gauler, runner le show, tu sais, dans le fond. Puis moi, je me suis vraiment abandonnée, là. J'ai comme fait, OK, je suis plus capable, je lâche les rênes, sachant même pas que je souffrais autant, tu sais, c'est fucké, ça a kické. Non, puis c'est comme, dites-moi quoi faire, je vais le faire. Exactement. Tu sais, qui est dans la littérature, littéralement, presque mot pour mot, la première étape, tu sais. Ouais. Qui est, tu sais, moi, je disais, avant de lire, mais tu sais, je disais, il m'aurait dit de croire en un troll, tu sais, il y a 15 ans, là, ça existe encore, ce bonhomme-là avec les cheveux, là, tu sais, bien, il m'a dit, faut que tu crois en ça, là, faut que tu vénères ça pour arrêter et te sentir comme tu te sens là. Je l'aurais fait. Ouais. Tu sais, abdiquer, là. Ouais. Tu sais, je l'avais fait. C'est très drôle parce que ce matin, j'ai retrouvé des documents que j'avais faits en rentrant en thérapie il y a 15 ans. Wow. J'ai retrouvé mon enveloppe de la maison Jean Lapointe, pour pas la nommer, et je retrouvais là-dedans des mentions que je leur disais, c'est fait ça déjà, là. Je le sais, tu sais, parce qu'ils me demandaient, as-tu des résistances, as-tu des réserves? Je disais, non, il n'y a pas de réserve. Asti, non. Là, il faut que j'arrête. Ouais. Puis j'écrivais à ce moment-là à mes enfants et à mon ex en disant, je suis juste là parce que, un, je vous aime beaucoup, et deux, parce qu'il faut que je me débarrasse de cette merde-là. À tout prix. Tu sais, je sais pas comment, mais ils me diront, eux autres, là, Chris, j'ai essayé, puis je suis pas capable. Là. C'est ça, tout seul, j'étais pas capable. C'était toujours exactement des moments d'abstinence, puis après moi, un livre d'instruction, là, parce que, puis je vais aller n'importe quoi. Comme je te dis, il faut que tu apprennes à faire des backflips. All right, on commence où? Ça a été vraiment... Ben, faut être teachable. Faut être... Je pense quand on arrive dans ce processus de rétablissement, d'éveil, de conscience, whatever. Je pense qu'il faut que les genoux nous aient pliés. Tu sais, dans le sens que, tu sais, moi, j'en ai vu trop le rentrer, là, les poings serrés, puis, tu sais, alors que, tu fais juste jaser avec, tu sais, à date, ça va bien, là. Tu sais, à date, là, tu sais, tout ce que t'as essayé, ça, ouais. Puis t'es quand même dans une maison de thérapie, parce que, tu sais, puis tu l'as peut-être vécu, mais tu sais, moi, dans la maison de thérapie, il y en avait qui étaient forcés par la cour, il y en a qui étaient forcés par l'employeur, puis tout. Puis ils rentraient là, tu sais, comme super résistant, puis tu sais, super réfractaire, puis tu disais, à date, là, ça te va bien, là, tu sais, cette stratégie géniale-là de résister, puis faut que les genoux te plient, tu sais, faut qu'à un moment donné, tu t'aies suffisamment chippé le vernis de ta vie pour dire, all right, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est complexe pour chaque individu, puis en même temps, c'est simple, là, mais moi, je sais que pour ma part, là, qu'est-ce qui est arrivé quand je suis rentrée en thérapie puis que je me pensais meilleure que les autres, là, je me rappelle pas c'est quoi le déclic exact, là, mais ça a rapport à la responsabilité que j'ai réalisé que je me suis trouvé des excuses
pour consommer toute ma vie, tu sais, que ce soit l'abandon du père, que ce soit les rejets, les peines d'amour, tout ce qui marchait pas à ma façon, finalement. C'était de la faute de tout, sauf toi. Ouais, c'est ça. Puis ça a comme kické in quand j'ai entendu les partages, entre autres. Puis l'alcoolisme, le trouble de dépendance, l'espèce de comprendre que oui, j'ai une grosse part de responsabilité qui me revient. Par contre, il y a une condition qui vient avec ça, puis c'est la dépendance. Puis du moment où je connais ma condition, là, ben, je suis responsable de m'en sortir, tu sais. Je suis responsable de rester dans mon rétablissement, de rester accrochée à ce qui me fait du bien, de prendre la responsabilité finalement de ma vie. Puis ça a été un gros morceau. Puis encore aujourd'hui, tu sais, j'ai des épreuves au quotidien comme n'importe quel être humain. Puis faut toujours que je me rappelle que je suis responsable à 100% de ce qui m'arrive. Puis je peux pas blâmer personne pour mes attitudes, pour mes réactions, pour mes émotions, on est confronté à des relations humaines, à des défis, je vais toujours être confrontée, puis c'est moi qui décide de comment je veux qu'elle soit ma journée, tu sais, comment je veux qu'il soit mon 24 heures. J'ai le choix j'ai le choix. Aujourd'hui, j'ai le choix. Exactement. Mais avant, je l'avais pas. Quand tu sors du 30 jours, tu t'ennuies-tu de chez toi? Tu sais, dans le sens que tu t'ennuies-tu de la maison, ou tu me dis que tu as fait l'espèce de fair des pilots. J'en ai pas fait beaucoup. J'ai fait genre 2 self-tapes. Puis il y en a un qui d'ailleurs s'était rendu, malgré ça, je m'étais rendu au producteur. Puis j'ai pas fait de screen test, là, mais tu sais, c'était comme quand même cool. Ouais. Mais non, j'ai décidé à ce moment-là, je savais pas, j'étais perdue. Puis j'étais comme, aïe, oui, je suis loin de la maison. Autant Montréal, je savais que c'était un peu toxique. Ben, je disais que Montréal était toxique pour moi, mais tu sais, en fait, non, c'est moi qui étais toxique, là, mais j'ai décidé de revenir à Montréal pour affronter ma relation amour-haine avec ma ville. Et puis j'ai commencé à me rétablir ici à Montréal. Puis, ben, tu sais, mon flash Sober Lab est né à LA. Okay. Dans mon cœur. Oui. Ça a pris 1 an avant que je démarre, que je commence à me lancer dans ce projet social-là. Tu peux-tu me décrire justement l'origine de ce flash-là, ou qu'est-ce que tu avais en tête? Tu sais, je pense à la petite fille qui écrivait son carnet de ses rêves, tu sais, mais quand tu écris, mettons, quand tu mets sur papier, au départ, qu'est-ce que tu veux que ça soit, Sober Lab? Ouais, au départ, ben en fait, je peux dire que j'ai entendu le nom comme j'ai entendu Sober Lab. Puis j'ai vu un lieu où les gens peuvent échanger, créer, rester sobre, évidemment, puis connecter. Puis c'était tout relié à l'expression de soi, c'est-à-dire s'exprimer pour pouvoir vaincre ben, justement nos démons, puis tu sais, comme rester, puis inspirer la sobriété à travers ça. Puis ça a pris plein de détours, ça a été 2 ans et demi après ça. Ben, je suis revenue à Montréal en avril 2016 ou en mai 2016. Puis j'ai parti Sober Lab en début 2017. Fait que tu sais, il y a comme eu 9 mois de gestation puis ma vision est en train de se matérialiser comme je l'ai vu au départ. Mais j'ai passé par plein de détours, là, tu sais, l'entrepreneuriat, c'est complexe, puis c'est ça. En tout cas, c'est pas pour tout le monde. Tu sais, moi, je l'ai fait pendant 5, 6, 7 ans. Ouais. Dans mon métier, tu sais, une et ensuite une deuxième compagnie que je roulais avec mon père. C'est très, tu sais, c'est pas pour tout le monde, c'est pas pour les nerfs de tout le monde. Tu sais, c'est pas pour la patience, les nerfs, tu sais, le système digestif de tout le monde. C'est très confrontant. C'est très confrontant, c'est très demandant. Ouais. C'est ironiquement, moi, à l'époque, ça c'est je pense avant même. Non, c'est ça. Il y a à peu près ça, 15 ans. Mm-hmm. 15-16 ans. C'était pas nécessairement quelque chose qui était valorisé ou même reconnu par les institutions financières. Je sais pas ce que ça en est aujourd'hui, mais tu sais, à l'époque, là, ces gens-là, quand tu les rencontrais, j'aurais été un poète, puis ça aurait été un peu la même crédibilité qu'ils m'accordaient. Complètement. Je comprends.
il y avait de belles plateformes, mais c'était... Non, c'est vraiment difficile. C'est vraiment tough. Puis en plus, tu choisis un créneau. Ouais, exactement. Qui non seulement n'est pas connu, mais ou très peu... Ben, c'est ça, c'est qu'il y a une culture de la sobriété beaucoup à LA puis aux États. Puis, il faut expliquer aussi qu'il y a une différence entre sober et sobre. Ouais. Tu comprends? C'est-à-dire que... Les Anglais utilisent sober dans le sens... Pour l'abstinence. Ouais, exactement. Puis il y a une précision là-dedans parce que nous, on a développé... Tu sais, avant qu'on en commence à enregistrer, tu me parlais, mettons, de sobriété, puis je comprends, puis tu sais, tes posts parlent souvent de la sobriété telle qu'on la décrit même dans la langue française, qui est au-delà de l'abstinence, qui est comme la façon de gérer ta vie. Ouais, les gestions d'émotions. Exactement, tout ça. Attitude face à la vie, comportement. Mais en anglais, ça n'existe pas, cette expression-là. J'ai partagé en anglais, j'ai partagé en anglais justement, puis j'ai mon entrée en matière, c'était ça, tu sais, sober, c'est... Pour moi, c'est plus qu'abstinent, tu sais. Je veux dire, je tends vers la sobriété dans son ensemble, dans mon abstinence. Mais ma sobriété commence par l'abstinence. Mais pour quelqu'un qui n'a pas un problème d'alcool, qui a pas un problème d'alcool ou de dépendance, sa sobriété peut se manifester autrement, tu sais. Absolument. Donc, mais c'est pour ça, tu sais, c'est pour ça que je le précise parce que et particulièrement pour ceux qui sont extérieurs, mettons aux salles de meeting puis aux fraternités anonymes, en français, la jonglerie que les gens font avec ces deux mots-là, souvent ça chatouille, tu sais, parce que là, il y en a... Tu sais, comme moi, ça va faire 15 ans que je suis abstinent de drogue et d'alcool. Ouais. Ben, ouais. Mais quelqu'un pourrait me challenger sur ces 15 années-là, ça fait combien d'années que je suis sobre? Ah, mais c'est un jour à la fois, c'est ça l'affaire. Pour moi, c'est... On pourrait en parler longtemps, mais tu sais, la sobriété, c'est... Mais je pense ça se calcule pas en temps. C'est ça que j'allais dire. T'accumules pas de temps de sobriété. Non, c'est aujourd'hui, tu sais. Aujourd'hui, je me sens... J'affronte la vie de façon sobre. Exactement. Vas-tu me laisser submerger par la colère puis l'anxiété ou je vais être capable de, comme... respirer. Mais c'est parce qu'en français, ça me fait sourire parce que ça devient comme un... Tu le sais, là, pour certains réseaux, ça devient comme un badge of honor de plus. T'sais, oui, j'étais abstinent 15 ans, mais j'étais sobre 12. Puis là, t'es là. Attends un peu, là. C'est pas comme ça. Là. Pour moi, là, la première affaire là, qu'il faut faire, puis je pense que un vient pas sans l'autre, là, faut que tu arrêtes de consommer complètement. C'est un problème. Oui, exactement. C'est ça. Pour la personne qui a un problème. C'est ça. Fait que le prérequis, là, c'est de t'abstenir. Oui, ça commence par ça. Puis ensuite, appelle ça de la sobriété ou appelle ça de l'équilibre, viendra les outils pour équilibrer ta vie. Mais tu comprends, pour moi, c'est ça. Mais jamais préciser ça parce que en anglais, ils comprennent pas. Ils sont comme you're sober. Ouais, c'est ça. Ouais, ou t'es dry. Okay. C'est ça. Mais non, puis j'ai écrit un deuxième livre à ce sujet-là qui s'appelle La sobriété pour démystifier tout ça. Puis, tu sais, moi, j'en ai fait une mission, puis j'en ai fait une passion, en fait. Une quête? Une quête. Puis encore là, au tout départ, c'était beaucoup dans le but d'être reconnu. Puis, à un moment donné, ça a shifté. J'ai fait « Wow! Je fais ça pour rester en vie. » Je deviens un prototype de qu'est-ce que je veux que Sober Lab soit, c'est-à-dire pouvoir... quand tu te relèves d'une difficulté, d'une dépendance, etc., des fois, il y a un bout où c'est tough, tu sais plus t'es qui, tu sais plus tu vas faire quoi, tu sais plus... Puis je me suis dit, Sober Lab, ça va être une façon d'encourager les gens qui se relèvent à rester sobre à travers la créativité, à travers les connexions humaines, à travers une communauté, là, en ce moment, elle est plus numérique. Puis on a des tonnes de projets qui découlent de ça avec des gens de la communauté, avec moi dans mon développement d'affaires, avec la marque Sober Lab. Ça bouge, c'est le fun. Ça a été un 2 ans et demi qui a été rock'n'roll. J'en ai bavé à plein de niveaux, mais j'ai pas lâché parce que c'est mon why. Tu sais, mon why, je le connais, mon why, puis c'est... Je m'en allais là. C'est-à-dire que le succès de Sober Lab est presque conditionnel à ta propre abstinence, ta propre sobriété. Oui. Tu comprends? C'est-à-dire que si la fondatrice rechutait, par exemple, là, puis c'est pas dans le but de te mettre une pression supplémentaire. Ouais, j'en ai déjà assez, là. Ça va être correct. Non, mais tu comprends que, tu sais, il y a forcément, tu t'es trouvé une autre motivation. Puis en fait, tu sais, je dis ça, puis, tu sais, mon projet de podcast, c'est aussi ça, là. Ouais, puis c'est...
pas pour te relancer puis pour t'enlever quoi que ce soit, mais quand j'ai démarré Sober Lab, je me suis dit, en parlant publiquement, en fondant ce véhicule, je l'appelle ça un véhicule, ça permet, je me dénonce, mais ça permet à d'autres de faire pareil. Mm-hmm. Ça permet à d'autres aussi de peut-être shiner à travers ce véhicule-là. Fait que du plus que je peux, j'essaie de partager tu sais, un gars, je pense, il s'appelle Alex, je me rappelle plus, il a écrit un livre, Rouge-Sang, partagé sur la plateforme. Oui, Alexandre. Ton podcast, je l'ai partagé. Plus on va en parler, plus on va inspirer cette culture-là, puis la faire rayonner, puis rendre ça accessible. Puis la première couche de la mission, je pense que c'était ça, en fait, c'était de rendre la sobriété cool, accessible à tous, ouvrir le dialogue, puis pas qu'on arrête de stigmatiser, qu'on arrête de nous stigmatiser, puis que la sobriété soit un choix acceptable. Et la démocratisation de cette conversation-là, c'est-à-dire que moi, pour moi, tu sais, c'est d'ailleurs ce qui a fait que dans le contexte, les 10 premiers épisodes, là, je lisais un paragraphe où est-ce que je me dissociais des fraternités anonymes, puis je faisais un exercice, puis j'ai cessé de le faire parce que pour moi, aujourd'hui, ce podcast-là, c'est un exercice de démocratisation de la discussion, point. Oui, mais Parlons. Parlons du passage, parlons du vécu. Il y a des gens qui vont se reconnaître là-dedans. Exact. Est-ce qu'il y a des parallèles à faire avec ce qu'on retrouve dans des salles de rencontres anonymes? Absolument. Probablement, parce que tu reçois des gens qui le vivent. Et parce que moi-même, j'ai déjà participé, j'ai déjà assisté à ces réunions-là. Donc, évidemment. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que ces salles de réunion-là, si après ces mouvements-là et ces fraternités-là, si elles survivent après tant d'années, c'est qu'ils se sont donné un code qui les régit et qui les tient et les garde en vie grâce à ces codes-là. T'sais. Et moi, je ne voulais pas me restreindre à ces codes-là et comme m'encabaner dans ces codes-là. Tout à fait. Et c'est pour ça que je lisais le paragraphe. Aujourd'hui, je suis obligé de dire que c'est 100 quelques heures d'enregistrement, c'est 100 quelques heures de rencontre avec des gens. Heureusement que je me suis pas gardé là-dedans parce que ça m'aura permis de rencontrer des gens qui, à leur façon, vivent l'abstinence ou la sobriété, qui, des fois, est peut-être hors norme selon certaines de ces normes-là, justement, qu'on retrouve dans les salles. Mais ça ne veut pas dire qu'un peut aller à côté de l'autre. Oui, exact. Tu comprends? C'est qu'un et l'autre peuvent se côtoyer. Puis cette rigidité-là, des fois, il faut faire attention parce que c'est l'inverse. Puis c'est ce que tu penses, c'est ce que tu me sembles me dire de proposer à travers Sober Lab. Ben, tout à fait. Puis, tu sais, c'est inclusif. Puis dans le sens où t'as pas bu aujourd'hui... Juste ça, c'est un miracle. Comment tu t'y prends? Tu vas-tu dans les groupes anonymes? Tu vas-tu à Sober Lab? Tu fais-tu des activités? Tu pars-tu un podcast? Tu fais quoi que ce soit qui te garde dans ton rétablissement, Exactement. dans ta mission de vie, dans ton why? Ben, bravo, chapeau. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas de jugement à y avoir. Puis je trouve ça super important de le dire. Peu importe comment tu y arrives à ta sobriété ou à ton rétablissement ou à ton abstinence, je pense que c'est important de se partager, puis le plus qu'on va le faire, le plus qu'on va faire taire la honte, tu sais, qui... Ça passe par là. Ouais. Je répète toujours la même histoire. Au départ, c'est presque 100 ans, c'est un boursier alcoolique fini qui est pris dans un hôtel, qui panique parce qu'il veut rester abstinent. Ouais. Puis qui a essayé à peu près tous les clergés de la région où il est, qu'on lui refuse, parce que c'est fermé ou parce qu'ils sont absents, trouve un certain docteur misérable et presque un trash de la région qui dit « Chris, j'ai rien à t'apporter, je suis un drunk fini. » Puis qui dit « C'est exactement à toi que je veux parler. » Et est né les fraternités anonymes, l'alcoolique anonyme. C'est ça, là. Ouais. Moi, Bill et Bob, j'ai beaucoup d'admiration pour... Et je pense qu'au départ, ils ont vite compris que la première plus grande clé de succès-là, c'est de se divulguer, c'est de s'annoncer, c'est de s'afficher, c'est de partager, c'est d'échanger avec au moins un autre être humain. Qu'est-ce qui t'arrive, comment tu te sens, puis ce qui t'arrive et qu'est-ce que ça te donne le goût de faire. Ouais. Puis en discutant, tu réalises, 1, je suis pas seul, 2, l'autre vit la même chose que moi à travers d'autres événements. Et 3, ben si je continue à y parler, Chris, c'est drôle, j'ai plus le goût de boire, tu sais. L'envie de goût de boire me passe, tu sais. C'est qui, le nom du gars m'échappe, mais le contraire de addiction, c'est connexion ou c'est ça. Mais tu sais, dans le fond, c'est ça, c'est en connectant avec les gens qu'on
qu'on grandit, puis c'est ça, tu sais, les fraternités, c'est exactement ça, c'est cet échange-là, de redonner, la fraternité, ça le dit, fraternité. Exactement. Comment ça va aujourd'hui, tu sais, je veux finir avec ça, tu sais, comment ça va aujourd'hui, tu sais, quelques années plus tard, comment est-ce que tu te sens, comment est-ce que t'es? Ben, mon Dieu, je me sens bien. Je te dirais que j'expérimente de plus en plus de sobriété émotive. Je me sens en paix. J'ai eu des moments... c'est ça, la vie continue d'être la vie. Je suis nouvellement maman. Ben, ça fait 15 mois. Je suis maman dans une relation avec un homme que j'aime qui me supporte dans mes projets, qui m'aide à devenir plus structurée, plus grounded, j'imagine même. Tu sais, j'ai tout ce que j'ai rêvé d'avoir, je le vis. Mais j'essaie de le vivre, j'essaie d'arrêter de penser à plus, parce que ça a beaucoup été ça, moi, mon air de la guerre, de toujours me voir, ben, de pas profiter du présent. Nourrir une bête insatiable. Ouais, genre, tu sais, l'insatisfaction, puis tout. Puis on dirait que là, pour la première fois de ma vie, je me sens satisfaite de où je suis. Je suis curieuse de ce que l'avenir me réserve. Il y a beaucoup de belles choses qui s'en viennent, dont la sortie de mon livre, le lancement le 28 février, annonce de beaux partenariats avec des collaborateurs extraordinaires. Sober Lab veut vivre à un point qui ça va plus vite que moi. Fait que là, ça me donne un peu le vertige, mais en même temps, j'accueille tout ça parce que c'est la passion, puis c'est mon pourquoi qui se matérialise sans au-delà de mes plus grands rêves, parce que la vision que j'ai eue à 55 jours d'abstinence, c'est-à-dire là, presque 4 ans, est en train de se matérialiser. Tu sais, je veux dire, mais pas comme j'avais prévu. Puis il faut que ce bébé-là aussi marche par lui-même. Exactement. Fait que là, je suis en train de faire ça, de m'en détacher un peu, de le laisser être ce qui doit être en contrôlant moins. C'est sûr que j'ai ma vision, je suis une entrepreneur, j'ai ma vision. Sure. Je vais continuer d'avoir ma vision, puis je veux pas... Je pense que tu as 2 projets aussi presque de front, c'est-à-dire qu'ils vont ensemble, sont indissociables, mais tu as le projet, j'allais dire, qualitatif. Mm-hmm. Tu comprends qui est que l'expression, oui. Tu comprends, le terme devienne quelque chose de... pour faire un parallèle à ton enfance, qui devienne presque une commune. Oui, la communauté, en fait. Ben, c'est une communauté, c'est ça. C'est ça. Ouais. Mais parallèlement à ça, ben, tu es une entrepreneur qui a un côté plus peut-être quantitatif, qui peut lui te permettre de faire un branding plus commercial, puis tu peux aller t'aventurer, éventuellement devenir commandite d'événements comme les 28 jours, et tout ça. Non, c'est ça. Il y a beaucoup de projets puis de belles affaires qui arrivent. La sortie du livre, c'est le livre La sobriété. Je suis fière de ce petit livre-là. J'ai hâte de voir comment ça va être reçu, autant par le public, là, monsieur, madame, tout le monde, que peut-être les gens qui ont un nez dans le rétablissement. Puis j'avoue que je l'ai écrit pour 4 types de personnes, mais la clientèle première, c'était pas nécessairement les dépendants. C'était vraiment pour démystifier. Démocratiser. Ouais. Merci énormément de ton temps, Eliane. Ça m'a fait plaisir. Vraiment, c'est ça. À toutes les fois, moi, je suis dans la gratitude pour ce podcast-là. Bravo pour ce que tu fais. C'est vraiment cool. Puis Sober Lab va continuer de partager ton travail. C'est très apprécié. Puis tu sais, c'est comme ça. C'est avec l'auditoire élargi. C'est avec, comme tu disais, l'effort de la communauté qui fait que... Ensemble, on va plus loin. Exactement. Puis tu sais, je pense que c'est comme tu dis, c'est la démocratisation du thème, c'est de rendre ça approchable, accessible, moins hermétique. Parce que pour certains, alors que ça ne l'est pas, là, puis je vais peut-être finir avec ça, ça ne l'est pas. Les salles de meeting ne sont pas hermétiques, mais je sais que quand tu n'as jamais mis les pieds, ça peut avoir l'air dur d'approche, mais ça ne l'est pas. Puis il y a plein d'autres affaires qui existent. Merci. Merci beaucoup, Eliane. Merci à toi. Salut. Bye.